Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice. Au programme, aujourd'hui, une bonne dose de littérature avec Maria Pourchet, prix de Flore 2023 pour son dernier roman, Western. Maria Pourchet qui se livrera en mots, tandis qu'Evelyne, de la petite librairie d'Ars-sur-Moselle, nous fera part de son coup de cœur du moment. Nous pousserons également les portes d'un lieu singulier, l'école Prouvé de Ventoux, qui sera le théâtre de la nouvelle exposition collective de l'association Artypique, ce qui me donnera l'occasion d'aller à la rencontre de 3 artistes singulières. Et puis bien sûr, je vous réserve une belle sélection de rendez-vous culturels. Mais tout de suite, retrouvons un tout jeune réalisateur mosellan, Baptiste Militon. À 23 ans seulement, il signe un premier long métrage original et engagé, Brago. Ouvrons cette BAM pour en savoir plus. Bienvenue. Pourquoi vouloir dire à tout le monde que nous partons ? Notre vie se résumerait-elle à être signifiée ? J'ai toujours pensé qu'il n'y avait rien après la mort. Pas même un souffle de vent. Un alizé. Baptiste Militon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. On est un peu dans ton antre. C'est ici que tu es en train d'assurer le montage, la post-production de ton premier long métrage, Brago. Un premier long métrage à 23 ans, j'ai envie de dire chapeau. Qu'est-ce qui a motivé cela ? Ça fait déjà un moment que tu as mis le pied à l'étrier, tu fais des études de cinéma, tu as déjà réalisé un autre long métrage qui est peut-être passé plus inaperçu, des cours aussi. Mais qu'est-ce qui a motivé la naissance de Brago ? C'est simplement le fait que on n'avait pas fait de long métrage jusqu'à maintenant. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que moi, personnellement, en fait, en tant que réalisateur, même si c'est encore un grand mot parce que je n'ai encore que 23 ans, comme on peut dire, c'est simplement l'endurance. Je voulais vraiment de se dire, ok, imaginons, je ne fais que des courts-métrages pendant peut-être 5-6 ans là, pour un peu tester au niveau professionnel, à la fin les envoyer en festival. Qui me dit que je ne vais pas me planter si jamais on me propose de faire un premier long métrage. C'est-à-dire que si jamais dans 15 ans je fais un premier long, je me disais, mais quand est-ce que je peux me planter en fait ? Quand est-ce que je peux en gros expériencer ça et vraiment le tester ? Parce que quand on vous prête clairement 10 millions d'euros, qui est la somme normale de faire un vrai long, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Tout ceci était totalement dérisoire pour moi. J'aurais tant voulu raconter à la terre entière l'histoire de Victor Bassière-Bastide. Alors on va rentrer tout de suite dans ce film. Brago, c'est pas le tout de se dire on va faire un film, il faut trouver un scénario, une histoire. Brago, déjà le titre il est un peu sibyllin, un peu étrange, et il nous embarque dans une histoire qui elle-même est étrange aussi, puisqu'on est dans le domaine un petit peu du fantastique, de la science-fiction. On est aussi dans le registre de l'enquête, puisqu'on va se retrouver avec une jeune femme qui tout d'un coup va décider de mener une enquête. Un jeune homme a disparu, Victor Bassière, et elle va focaliser, elle est journaliste, elle va focaliser sur ce héros, sur ce personnage, et enquêter sur lui. C'était quoi, vous, l'idée au départ de ce film ? Alors moi, l'idée de base, c'était déjà de faire un divertissement. Comme vous l'avez dit, on est dans la science-fiction, on est un peu aussi dans le registre de l'aventure, du fantastique, en mélangeant aussi un peu le policier et l'enquête et le mystérieux de même. Parce que notre deuxième but, en écrivant le scénario et en faisant ce film, ça a été de toucher les jeunes qui franchement ne se sentent pas très bien. Donc c'est pour ça qu'on a fait un film qui est déjà un divertissant. Vous pouvez le regarder de A à Z, il n'y a aucun souci. Ouais. Par contre, de même, si vous n'entendez pas, si vous ne savez pas que c'est une métaphore de la dépression, vous ne le saurez pas, à part si vous creusez dedans. C'est pour ça que ce film, il a vraiment 2 visions. Une où vraiment on regarde comme un film normal. Et la deuxième, c'est si on l'étudie, on se rend compte, ah mais ça correspondait à ça peut-être ici. Donc il y a beaucoup de choses. L'histoire est mystérieuse, mais également la vision qu'on va en avoir de lui. Oui, parce qu'il y a vraiment, en tout cas, une approche psychologique des différents personnages du film, qui fait qu'effectivement, comme vous l'avez dit, eh bien, en toile de fond, la dépression est là et la métaphore qui est présente. Une fois qu'on a dit ça, il faut passer à l'action. Donc vous avez écrit le scénario, vous êtes
toute une équipe d'étudiants finalement, à vous être serré les coudes et à monter ce projet. Combien de personnes, combien de temps ensuite pour pouvoir mettre en forme ce film? C'était à peu près 15, j'allais dire une petite quinzaine de personnes, peut-être maximum 20. Sur le tournage, franchement, ça a roulé. Il y avait évidemment des couacs, des problèmes, mais franchement, ça a roulé. 4 semaines de tournage réparties sur 2 sessions. Dans la région Grand Est. Exactement, et principalement en Moselle aussi. Oui. Donc c'est pour ça que franchement on est aussi très fiers de vendre aussi ce film-là comme ça, comme un portrait de la région, parce que c'en est un. Oui. Mais également, ce qui a été le plus long vraiment, c'est la post-prod. De se dire qu'il y a une personne qui monte, une autre qui fait peut-être les talos, une autre qui fait le mix, une autre le montage. On était 4 maxi. Mais 4 maximum pour un film de 2 heures, c'est un énorme travail. Très peu, et c'est énormément de travail. C'est ici où tout le film a été monté de A à Z. C'est là clairement où aussi les musiques ont été mixées, bien sûr, le montage a été effectué. C'est un peu la partie que je préfère dans les films. C'est là où vous voyez votre film se faire en fait. Votre film vit, comme on dit bien sûr, 3 fois à la production pour trouver les financements, au tournage une deuxième fois, et il vit une 3e fois au montage. Une partie comme celle-ci, ce plan-là, on l'avait pas du tout imaginé en fait, au scénario. Il a été déjà, on l'avait tourné en option sur le tournage, et je me suis dit, mais en fait, il va très bien pour le début, quoi. Et c'est vrai qu'on peut alors saluer à la fois le travail des comédiens, on peut saluer bien sûr. aussi la qualité des images et de la réalisation. Et puis il y a ce travail de la musique aussi qui est assez épatant, avec une bande-son digne des bandes-son de grands films aujourd'hui qu'on peut écouter au cinéma. Vous avez accordé un soin particulier à ça, Oui. au travail du son et de la musique. Alors, franchement, je suis extrêmement content que vous l'ayez spécifié, parce que vous êtes sincèrement la première qui nous le dit. Donc, non, franchement, le truc, c'est qu'avec, bien sûr, Anna Serre, qui incarne la personnage principale, Chanel, Didier Romanetto, Dominique Brûle-Port, Laurence Ulmer, alors il y en a d'autres que je ne peux pas encore citer, parce que vous allez découvrir des personnages mystères en spoil. Et puis ils sont nombreux, Mais faut bien pas... sûr, ouais. tout le casting était vraiment exceptionnel. Pareil, l'image, on l'a soignée à mort. On s'est dit, on ne peut pas rater le son. Ce truc assez puissant de se dire, voilà, on commence à mettre, parce que c'est la symbolique en fait du temps qui tourne en fait, cette machine à laver. Ça a vraiment été quelque chose qu'on s'est dit, pareil encore une fois à la post-prod, et la musique on l'a vraiment faite, encore une fois je l'avais pas imaginé sur le tournage, même en amont. Je me suis dit, mais c'est vrai que ça part bien en fait, cette idée de on y va, enfin clairement on essore un peu. Et donc voilà, c'est vraiment là où tout s'est fait, et c'est là que le film vit une 3e fois en fait. Il faut y mettre de soi en fait, dans les musiques. Enfin, il y a des fois où elles sont joyeuses, mais aussi beaucoup de fois où elles sont tristes, un peu aussi mélancoliques. Enfin, et puis tout ce qui relève de l'ambiance, qui pose aussi le décor, l'atmosphère du film. Vous avez travaillé avec un compositeur pour cela? Eh bien non, ce n'est que moi. C'est vrai? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est épatant. Ça n'est que moi. Alors, je ne suis absolument pas musicien, je n'ai quasiment aucune notion de solfège. Par contre, avec les logiciels aujourd'hui, on fait des miracles. Et on a vraiment, le truc c'est qu'après Étienne a vraiment aussi beaucoup aidé pour le mix. Étienne de Gannet bien sûr, qui joue aussi un personnage dans le film, pour dire que tout le monde il met un peu à la patte. Mais vraiment oui, les compositions je les ai faites, mais j'ai toujours dit et surtout spécifié qu'elles ne seraient rien si le reste que l'équipe avait fait aussi aux alentours n'aurait pas été aussi exceptionnel en fait. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas réussi à mettre un mot sur une pensée que j'avais depuis longtemps. Au revoir Chanel. Au revoir. Au revoir Chanel. Bonne soirée. T'es encore là toi? Quelque chose que j'avais compris et cerné, Et voilà. mais que je n'arrivais pas à nommer. Ceux qui m'ont inspiré pour Brago, il y en a sincèrement, alors je peux déjà citer celui-ci. Personnellement, son prédécesseur, Jean de Florette, mais je n'ai pour l'instant que celui-là maintenant des sources. Et la pellicule de Jean de Florette, mais c'est un monstre d'image. Et c'est personnellement en fait ce style-là qui m'a vraiment inspiré pour Brago. Je me suis dit, mais la vache, on est avec nos caméras numériques, super, mais ils étaient en 35 mm, et ils nous refont comme ça, quoi. Chaque fois qu'on le revoit, c'est genre la claque absolue. Et Dezio, après, franchement, il y en a plein. Hein. Il y a bien sûr American Beauty pour l'ambiance et quelques musiques. Mais ouais, c'est pour l'image, franchement, c'est vraiment personnellement l'image de Jean de Florette. Hein. En tout cas, pour un test, comme vous l'avez appelé, on peut dire chapeau, bravo, c'est très très réussi. La suite, c'est quoi maintenant? Le vrai premier long pro à échelle encore plus? Écoutez, on espère. Ouais. On espère ça. En tout cas, vous faites le meilleur, donc avec Brago. On vous suit sur les réseaux sociaux pour savoir connaître les différentes dates de projection de ce film et pour connaître aussi votre actualité pour les films à venir. Merci beaucoup, Baptiste. Je vous en prie, Alicia. J'aurais tant voulu vous expliquer tout, de A à Z. Mais c'est impossible.
car elle et elle m'appelaient tout simplement le fou. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à vivre un moment unique avec le concert Lorrain. Ce dernier sort en effet le grand jeu pour interpréter l'oratorio de Jean-Sébastien Bach. Pour mémoire, il s'agit du grand projet mené par Bach entre 1734 et 1735, l'histoire de la Nativité en 6 cantates, une œuvre unique du répertoire mondial qui va réunir sur scène 27 instrumentistes, 17 choristes et 4 solistes de renom, le tout orchestré par le chef Stefan Schulz. Émotion garantie le 15 décembre à l'Arsenal de Metz, le 16 décembre à Sarrebruck ou encore le 17 décembre à la Philharmonie du Luxembourg. Réservez vite vos places. Et dans notre boîte à idées, on retrouve également une invitation à vous rendre à Puzzle à Thionville, car il s'y déroule jusqu'au 23 décembre le festival Replay, 5e du nom, dont l'objectif est de célébrer le jeu vidéo à travers des expositions, mais aussi des jeux rétro ou indépendants, de la réalité virtuelle et plus encore. Quand on sait que 37 millions de Français s'adonnent à la pratique du jeu vidéo, on se dit qu'on peut être curieux. À noter parmi les événements proposés qu'un grand blind test vous attend le 16 décembre à 18h30 avec le Conservatoire de musique de Thionville ou encore une party games samedi 23 décembre à 14h avec Mosellan Project. Rendez-vous sur la page Facebook de Puzzle pour avoir tous les détails. Et puisque nous sommes à Thionville, eh bien restons-y, puisque vous aurez peut-être remarqué que les bus ont revêtu de belles couleurs. Une carte blanche a en effet été donnée à 5 artistes, Alexandra De Assunção, Céline Clément, Maud Guély, Loïc Lusnia et Charlie Zanello, qui ont représenté Thionville à leur façon. Leur création circule sur les routes afin que la jeune création soit mise en valeur. Ouvrez l'œil jusqu'au 31 mars. Et prenons maintenant la direction de Ventoux, dont l'école, créée par les célèbres architectes Henri et Jean Prouvé, va devenir le théâtre d'une exposition le temps d'un week-end. Une exposition organisée par l'association Artipic qui, depuis 2021, s'attache à mettre en valeur les lieux et les artistes d'exception. Cette petite école, les architectes Henri et Jean Prouvé la réalisent en 15 jours. Nous sommes en 1951 et les deux frères répondent à un concours de l'éducation nationale. Niché au cœur de la commune de Ventoux, le bâtiment est audacieux, une véritable référence pour l'architecte Dominique Aubert. C'est une petite école, il y avait une seule salle de classe, une salle de cantine à côté et un préau, donc c'était l'école du village. Donc on retrouve un portique central, et puis des poutres porteuses, et puis tout le reste, ce sont des panneaux qui s'emboîtent, etc., dans une structure métallique. Donc des matériaux, le métal, le bois. Et ces écoles ont été, il y en a d'autres bâtiments de ce type qui ont été déplacés d'autres endroits, parce que ça se déplace assez facilement. Et maintenant, c'est une des seules écoles en France de Prouvé qui reste en place, ici. Classée au titre des bâtiments historiques et laissée vacante depuis quelques mois, il n'en fallait pas plus à Dominique Aubert pour y trouver l'écrin de la nouvelle exposition collective de l'association Artipic qu'il préside. Le but d'une exposition, c'est avec déjà des artistes de qualité dans des lieux de qualité, quoi. Ça, c'est le plus important. C'est pour ça que le choix des lieux est très très important, de par leur qualité architecturale, de par leur originalité, de par leur situation. Et puis, bien sûr, j'essaye de chercher aussi, et il y en a beaucoup, des artistes de qualité. C'est assez varié, aussi bien de différentes techniques et de l'art. Par exemple, l'artiste verrier qui va venir, il fait quelque chose d'assez exceptionnel. Il allie le bronze avec le verre, quoi. Donc il travaille d'un côté et après il assemble ces deux matériaux. 8 artistes lorrains, au total, auront la chance d'exposer dans ce cadre singulier. Parmi eux, la céramiste Kim Détraud, qui aime jouer de son tour de potier pour fabriquer des pièces qui nous plongent dans un imaginaire riche en chimères. Ici, c'est une thématique de la chasse, d'après un livre des contes de foi de la chasse du Moyen-Âge. J'échange les figures des personnages pour créer des chimères et créer quelque chose d'un peu décalé. Ces dessins-là, j'en fais une composition et ensuite, je viens les graver sur mes pièces. Je cuis une première fois, j'applique de l'engobe pour ensuite
à la deuxième cuisson, révéler le dessin. Ici, j'utilise du grès de Saint-Amand qui reste brut pour révéler le dessin justement par une engobe plus foncée en général. Et d'ailleurs, sur celle-ci, sur les pièces qu'il y a ici, ce sont des engobes en fait de terre de récolte. C'est-à-dire que je vais récupérer de la terre dans un gisement d'argile, et puis j'essaye de les cuire pour voir ce que ça donne. On me dit beaucoup que j'ai un univers qui pourrait se rapprocher des iconographies médiévales, notamment par les chimères. Il y a beaucoup de représentations de plantes aussi. Et les plantes, la peintre-graveur Hélène Roux y est également sensible, au point de réaliser des portraits de végétaux. Néanmoins, pour cette exposition, c'est dans ses racines qu'elle est allée puiser au fond de l'océan breton. Ce sont les algues qui m'intéressaient, parce que c'était des végétaux, et puis au fur et à mesure, c'est même l'origine du végétal, l'algue. Donc ça m'a vraiment encore plus intéressée. Et alors elles ont deux formes. Une forme mouillée qui est grande, qui m'a permis de faire des grands formats, et puis une forme petite, où elles sont plus dures, où je peux faire aussi des empreintes gravées dans le zinc. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre un bout de la nature. Donc c'est pour ça que mon travail commence toujours par des cueillettes. Ça, c'est très important parce qu'après, les cueillettes à l'atelier, elles vont vivre, elles vont se transformer et elles vont m'inspirer. Donc en fait, en effet, elles m'inspirent une autre histoire. Ce sont des portraits, mais un peu des portraits poétiques dans lesquels on va rentrer. C'est un autre univers. C'est une autre façon de regarder la nature et de se laisser un peu aller. Souvent, je dis, c'est bien si on regarde longtemps. Donc je vais beaucoup travailler sur la couleur et la matière que va me donner l'algue va aussi m'inspirer pour construire parfois d'autres dessins autour. Autant de créations aquatiques et poétiques qui habilleront les murs de l'école Prouvé de Ventoux, un lieu inspirant pour l'imagière photographe Pauline Courteau qui, en abordant la question de la fonctionnalité de l'image, a adapté son travail au bâtiment. Ma photo, en fait, ce sont des portraits d'objets. Comme on peut traiter des portraits d'humains, mais en fait ce sont à la place des humains, ce sont des objets. Donc je travaille surtout des objets vintage avec une âme. Et donc du coup ici, j'ai pris des thèmes qui sont en rapport avec l'école. Par exemple un panneau de basket ou des bancs ou des choses comme ça. Et aussi je me suis accrochée ou adaptée à des détails architecturaux de Prouvé, comme par exemple les hublots. C'est un plaisir très très égoïste parce qu'en fait moi je refais mon monde à mon image. Je rêve en couleur mais je vois en noir et blanc. Je vois mieux en fait, je vois les lignes fortes, je vois tout ce qui se dégage en noir et blanc. Donc pour moi c'est pas un choix, c'est une évidence. Ce qui m'intéresse en fait c'est uniquement la beauté des choses et la beauté du geste. Une formule qui colle également parfaitement aux ambitions de l'association Artipique. Ne vous reste plus qu'à partir à la recherche du beau en poussant les portes de l'école Prouvé de Ventoux les 16 et 17 décembre prochains. Ne manquez pas ce rendez-vous qui vous permettra de rencontrer les 8 artistes présents et de partager, pourquoi pas, une soupe de potiron ou un vin chaud avec eux. Je vous redonne les dates, samedi 16 et dimanche 17 décembre de 11h à 18h. L'entrée est bien sûr gratuite. Et puisque vous avez découvert le travail d'Hélène Roux et de Kim Détraud dans ce reportage, eh bien sachez que d'autres de leurs œuvres seront également visibles ce même week-end au 68 rue Mazel à Metz cette fois, dans le cadre de Noël à l'atelier. Comme vous le voyez sur ces images, vous y découvrirez au passage le travail de René Kiziel et d'Odile Jagère-Poirel. Et vous pourrez ensuite poursuivre votre balade 50 rue des Allemands, où une dizaine d'artistes présentent leurs créations. Enfin, pour un parcours complet, sachez que 18 ateliers d'artistes seront également ouverts dans le cadre de parcours d'artistes. Alors si après cela, vous n'avez toujours pas trouvé votre cadeau de Noël, il vous reste encore l'option livre, d'autant qu'Evelyne de la petite librairie d'Ars-sur-Moselle en a dégoté un super chouette rien que pour vous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Dès que sa bouche fut pleine de Juliette Houry, qui est un roman de la rentrée littéraire qu'on a beaucoup aimé. On a trouvé que ça détonnait un petit peu avec tout ce qui s'est fait lors de la rentrée littéraire. C'est un roman qui est très ingénieux et qui est plutôt audacieux, car Juliette Houry propose d'imaginer une société dans laquelle le tabou ultime ne serait plus le sexe, mais la nourriture.
Donc on va suivre une héroïne qui a envie de manger et qui a du mal à assumer ses pulsions gourmandes. Donc elle s'est amusée avec la langue, avec les mots, pour imaginer cette société où tout serait inversé. Elle imagine donc une société où les gens ne vont plus au sex shop, mais ils vont au food shop, où ils se dissimulent derrière des lunettes noires et des grands impairs pour s'acheter des plats préparés. Elle imagine des prostituées qui en fait sont des femmes qui font à manger dans le plus grand secret. Et en fait c'est vraiment très intelligent, très très bien fait, on se prend au jeu. C'est à la fois drôle et extrêmement intelligent, ça nous bouscule quand même par moments. Et vraiment on a trouvé que c'était un roman très pétillant et très intelligent dans cette rentrée littéraire. Convaincu? Eh bien courez à la petite librairie d'Ars-sur-Moselle ou dans toutes les bonnes librairies indépendantes pour vous le procurer. D'ailleurs, c'est à la librairie La Pensée Sauvage à Metz que j'ai fait la rencontre de Maria Pourchet. Rappelez-vous, l'écrivaine née à Épinal avait remporté le prix Erckmann-Chatrian il y a 10 ans pour Rome en un jour, publié chez Gallimard. Cette année, elle décroche le prix de Flore pour Western, paru chez Stock, un roman qui interroge le couple, l'amour et notre époque avec une écriture virtuose, unique en son genre. Aussi, j'ai profité de sa venue pour lui souffler quelques mots qui entrent en résonance avec ce roman, des mots que je vais souffler à l'oreille. Voici ce qu'ils lui ont évoqué. Si vous me dites western, je vous dis un genre où le grand jeu peut se renverser n'importe quand. Il ne faut pas l'oublier. Défi, ce qu'il y a de plus intéressant, de plus difficile, de plus passionnant dans l'existence peut-être. Et ce qui sous-tend pas mal de mes romans, ouais. Ce qui est peut-être proche de l'obsession. Un sujet obsessionnel chez moi, voilà. Donjon, c'est mon personnage dans mon dernier livre, que je ressuscite sous le nom d'Alexis, et dont je regarde la dégringolade, parce qu'aujourd'hui, la société ne veut plus de donjons. Et j'essaye d'observer sa fin avec, j'espère, de l'humour, de l'attention et de la documentation. Simon & Garfunkel, c'est vraiment la BO d'une grande partie de ma vie. J'ai même écrit tout un livre en écoutant, qui s'appelait Rome en un jour, où j'ai écouté The Boxer en boucle pour trouver le rythme de mon écriture et de mes chapitres. Alors la musique, elle m'accompagne beaucoup, il y a un choix musical pour tous mes livres, et effectivement Simon & Garfunkel, j'aurais pu le renvoyer aussi à Western, parce que j'ai écouté beaucoup de folk pour écrire ça. Pareil, pour trouver un certain rythme que je cherchais. Ma grande joie de la rentrée, ça, c'est le prix de Flore, donc, que j'ai eu il y a quelques semaines, et c'est le moment le plus joyeux de la rentrée, c'est la plus belle fête, et c'est une grande fierté de rejoindre ce club-là, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains parmi les lauréats, il y a beaucoup d'écrivains, mais la majorité que j'admire, donc c'est chouette de les rejoindre. Le plus beau compliment qu'on m'ait fait sur mes livres, c'est de me dire que c'était nécessaire. Que ça a été nécessaire à quelqu'un. Que ça a changé quelque chose, que ça l'a fait agir à un endroit de sa vie où il voulait agir. Que si un livre a été nécessaire à quelqu'un, à une vie, c'est pas perdu. Je vais lire Gros câlin, un Gros câlin de Romain Gary. Le premier qu'il ait signé Émile Ajar. Je vais dire Les âmes fortes de Jean Giono. Et un troisième, ça va être, je réponds vraiment très honnêtement, hein, c'est Les Contemplations, Victor Hugo, et le dernier livre des Contemplations qui s'appelle En marche. Je connais pas d'autre façon de vivre, j'ai pas d'autre rapport au monde, j'ai pas d'autre raison de me lever à part mon enfant. C'est la survie. N'hésitez pas à vous procurer Western pour vivre une grande aventure littéraire. Et avant de nous quitter, notez un dernier rendez-vous dans votre agenda avec la pièce Nanook et moi, qui sera jouée à l'espace Coltès le 14 et 15 décembre, une pièce dans laquelle on retrouve Thomas, 10 ans, qui a fait du documentaire Nanook l'Esquimau une véritable obsession, car il y découvre que les choses et les êtres ont une fin.
Thomas va alors rendre visite au docteur Sblod, un docteur à qui l'on parle de ces paroles qui aident à faire face à la mort. Alors je vous invite vivement à vous plonger dans l'enfance avec cette belle pièce en forme de fable, à découvrir donc les 14 et 15 décembre à l'espace Coltès de Metz. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau plein de culture. D'ici là, émerveillez-vous bien. Allez, bye bye. What is a bus? What is a watermelons? What is a bus? What is a watermelons? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.